Se déroule en ce moment même la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail, la fameuse QVT devenue QVCT. Et cela tombe bien puisque nous avons un spécialiste de cette qualité de vie au travail au sein des organisations de santé qui nous fait le plaisir de se connecter à nous en visioconférence. Docteur Julien Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes un oncopédiatre, c'est-à-dire un médecin spécialisé dans le diagnostic, le traitement et le suivi des cancers de l'enfant et également, je le disais, spécialiste de la QVT dans les organisations de santé. D'ailleurs, au terme de QVT, vous préférez la santé psychologique au travail. Mais de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que cela recouvre? Quels sont les déterminants de cette santé psychologique au travail? Et surtout, comment l'améliorer? C'est à vous. Merci et bien bonjour à tous. Tout d'abord, je vous prie bien vouloir m'excuser de mon absence à vos côtés aujourd'hui. Malheureusement, la charge de travail à l'hôpital ne m'a pas permis de pouvoir faire le déplacement. Alors, je vais partager ma présentation, hop, en espérant que ce soit la bonne. Oui, c'est bien celle-là. Donc, comme on vous l'a dit, je suis le docteur Julien Lejeune, je suis oncohématologue pédiatre au CHRU de Tours et je suis également chercheur dans une équipe de recherche en psychologie du travail, une équipe qui s'appelle l'équipe Calypsi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu, pendant le temps qui m'est imparti, de qualité de vie au travail et comme on vous disait, effectivement, le terme qualité de vie au travail, c'est un terme effectivement que moi j'emploie dans mes travaux de recherche, mais j'aime souvent parler de santé psychologique au travail parce que malheureusement, en 2023, le terme qualité de vie au travail est devenu un petit peu générique. On y met un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur. Et donc, avant de me lancer dans des explications un peu plus fournies sur la qualité de vie au travail, je voudrais simplement justement revenir sur ce concept qu'on appelle la santé psychologique au travail. Alors, cette santé psychologique au travail, on peut la définir, alors c'est un peu de psychologie, je suis désolé pour commencer la présentation, mais c'est une perspective qui est bidimensionnelle. Elle conçoit la santé psychologique non seulement comme l'absence de symptômes de maladies psychiques, mais également comme la présence d'aspects positifs. C'est ce qui est représenté sur la petite diapositive, le petit schéma qui est juste en bas, où donc vous voyez, pour avoir une santé mentale optimale, eh bien, il faut avoir un niveau faible de détresse psychologique. Et on va le voir, il existe en psychologie du travail des indicateurs de cette détresse psychologique. Et c'est pas le tout, il faut également avoir un niveau élevé de bien-être. Et là aussi, on va voir qu'il existe un certain nombre d'indicateurs de ce bien-être. Alors, ces indicateurs, bien évidemment, la qualité de vie au travail en fait partie. C'est ce qu'on appelle un indicateur positif de la santé psychologique. Ce sont des indicateurs qui se sont fortement développés ces 15 dernières années avec l'essor de la psychologie positive. Qualité de vie au travail et également engagement, satisfaction au travail. Et puis, de façon très récente, le concept de bonheur au travail, qui a notamment été relayé par les médias. Et puis à l'inverse, comme je disais, il y a des indicateurs négatifs qui, eux, sont en règle générale associés à une détresse psychologique au travail. Bien évidemment, vous connaissez tous le burn-out, le brown-out, le bore-out, le fait d'avoir une perte du sens du travail ou le fait de s'ennuyer dans son travail. Et puis, vous connaissez également ce concept qui, là aussi, a été relayé de façon très importante par les médias de souffrance au travail. Alors, lorsqu'on étudie la qualité de vie au travail, ou d'une façon plus générale, la santé psychologique au travail, alors QVT, donc qualité de vie au travail, ça vous connaissez, j'ai utilisé SPT pour santé psychologique au travail dans mon diaporama. Alors, lorsqu'on fait de la recherche sur ces concepts, on s'intéresse en règle générale à deux concepts. Les premiers, ce sont les déterminants. Qu'est-ce qui va influencer la qualité de vie au travail? Dans le cas présent, ce qui nous intéresse, c'est les soignants. Qu'est-ce qui va faire au niveau quels sont ces facteurs qui vont intervenir et faire qu'on est devant une altération, une amélioration de cette santé psychologique au travail? C'est le premier versant de la recherche. Et puis le deuxième versant, qui est à mon sens le plus important, ce sont les conséquences de l'altération de cette santé psychologique au travail ou de cette QVT. En termes de recherche, simplement pour vous expliquer brièvement, en termes de recherche, plusieurs méthodes sont possibles. On peut utiliser ce qu'on appelle une approche linéaire. Donc, vous voyez, il y a trois petits rectangles.
Le premier rectangle, c'est un déterminant. On étudie le rôle d'un déterminant sur le deuxième rectangle qui peut être la qualité de vie au travail et la santé psychologique au travail. Et puis ensuite, on étudie le lien entre la qualité de vie au travail et les conséquences. Vous voyez, une approche vraiment linéaire. Alors ça, j'ai envie de dire, je dis souvent que ça, c'est un peu la psychologie pour les docteurs, parce que c'est des approches méthodologiques que nous, les médecins, on arrive à maîtriser, contrairement à des modèles bien plus complexes qui, eux, renvoient à des modèles de psychologie, notamment de psychologie du travail, où vous voyez, là, on n'a plus trois rectangles, mais on en a deux nouveaux là, qui interviennent et qui font le lien entre le deuxième et le troisième. C'est ce qu'on appelle des médiateurs et des modérateurs. Et donc, ces modèles plus complexes, vous en verrez tout à l'heure, c'est des modèles qui sont établis par des psychologues et qui permettent vraiment de comprendre de façon très précise le lien entre certains déterminants de la qualité de vie au travail et la qualité de vie au travail. Je vous disais, première chose, lorsqu'on étudie la qualité de vie au travail, eh bien, c'est d'identifier ces déterminants. Et ça, c'est une chose très importante, notamment, je pense, pour l'ensemble de la salle aujourd'hui. C'est des choses, vous allez voir, qui probablement vont parler à un grand nombre d'entre vous. Ces déterminants, ils ont plusieurs origines. Tout d'abord, des facteurs individuels, bien évidemment, tout ce qui tourne autour de la personnalité du soignant, à la fois de son âge, de son histoire de vie. Vous comprendrez aisément qu'un soignant qui vient d'être confronté très récemment à un deuil dans son entourage familial aura potentiellement plus de difficultés à prendre en charge au quotidien des malades en fin de vie. Également, ce qu'on appelle des facteurs groupes, la cohésion d'équipe, la qualité de la communication au sein de l'équipe, les conflits, notamment au niveau des valeurs véhiculées par l'équipe. Des facteurs qui sont liés à l'activité, notre fameuse charge de travail, la clarté des rôles, la continuité des tâches. Quelque chose qui est très important en psychologie du travail, c'est le sens du travail. Sans sens du travail, malheureusement, pas de qualité de vie au travail. Des facteurs organisationnels, notamment ce qu'on appelle le soutien organisationnel. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. On évalue en psychologie du travail ce qu'on appelle le soutien organisationnel perçu. C'est un déterminant primordial de la qualité de vie au travail, notamment des soignants. La définition des rôles et puis les moyens logistiques et structurels. Et puis enfin, des facteurs managériaux, comme la reconnaissance. Ça aussi, c'est quelque chose de primordial dans le domaine de la psychologie du travail. Le manque de formation, la justice organisationnelle, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis, les besoins psychologiques fondamentaux. Alors, cette vignette, cette diapositive, même si elle fait un petit peu chargée, eh bien, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que c'est une vignette très générique et qui va varier en fonction de l'environnement de travail dans lequel vous vous trouvez. Probablement que dans les organismes prenant en charge des personnes âgées, on a probablement des variables organisationnelles, managériales, groupales, liées aux facteurs groupaux, par exemple, qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître dans cette figure. Et donc, chaque terrain de travail a ses propres déterminants de qualité de vie au travail. Comme je le disais, les facteurs organisationnels sont primordiaux dans cette qualité de vie au travail. Et je vais revenir maintenant sur un facteur qu'on appelle la justice organisationnelle qui peut se décliner en trois sous-dimensions. On a tout d'abord ce qu'on appelle la justice interactionnelle. Alors, la justice interactionnelle, c'est la perception d'une répartition équitable du traitement interpersonnel au sein du service ou de l'organisation. On a également la justice procédurale, c'est une perception d'un accès équitable aux procédures de travail, et puis bien évidemment la justice distributive, qui est la perception d'une répartition équitable des récompenses, et notamment des salaires, des promotions, selon les contributions de chacun. Et cette justice organisationnelle, elle est très importante parce que vous voyez ici, c'est une étude qu'on a fait il y a quelques années de ça. Alors, je vais vous demander de vous intéresser à la case numéro 1. Vous voyez, vous avez marqué QWL. Ça veut dire qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, vous avez en dessous l'engagement au travail et la satisfaction au travail. Je vous parlais de justice organisationnelle, donc en anglais OJ. Donc OJ, vous voyez, on la retrouve sur toutes les lignes. Et je vous rappelle qu'un seuil de significativité, c'est-à-dire quand on voit qu'on a une association significative entre deux facteurs lorsque le petit p est inférieur à 0,05. Donc, dans cette étude, on a notamment mis en évidence, alors c'est une étude qu'on a fait en oncologie pédiatrique sur environ 600 soignants en oncologie pédiatrique, eh bien, on voit qu'il existe une association significative entre cette justice organisationnelle et la qualité de vie au travail.
On voit également qu'il existe une association significative, donc là c'est la case numéro 2, entre l'engagement au travail et cette justice organisationnelle. Et on voit également que la satisfaction au travail est associée à cette justice organisationnelle. Deuxième élément sur lequel je voulais revenir, ce sont les besoins psychologiques fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, en termes de recherche dans le domaine de la psychologie du travail, est vraiment un élément clé dans nos réflexions. Alors, les besoins psychologiques fondamentaux, c'est trois choses. C'est le besoin de compétence, c'est le besoin de se sentir efficace dans l'exercice de ses fonctions, c'est le besoin d'autonomie, bien évidemment, c'est le besoin de se sentir maître de ses décisions et responsable de ses comportements. Et puis, le besoin d'affiliation, le besoin de développer des relations sociales avec ses collègues et de se sentir proche d'eux. Et ces besoins psychologiques fondamentaux, quel que soit le milieu de travail dans lequel vous vous trouvez, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine social, dans le domaine de l'industrie, la littérature foisonne de publications qui associent ces besoins psychologiques fondamentaux à la santé psychologique au travail. En illustration de ça, une étude qu'on a menée au sein du laboratoire Calypsi chez des infirmières, où on s'est aperçu que le soutien à l'autonomie du manager était associé à une satisfaction des besoins, et cette satisfaction des besoins, eh bien, elle est associée à la satisfaction au travail, à des émotions positives et finalement à un bien-être psychologique. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on avait un comportement contrôlant du manager, on avait une frustration des besoins, et qu'à l'inverse, eh bien, cette frustration des besoins, elle était associée à une altération de la satisfaction au travail, une altération des émotions positives et du bien-être psychologique. Donc, je vous ai parlé de ces déterminants, je vous ai présenté, parce que si j'avais eu 2 heures, je vous aurais fait un diaporama bien plus détaillé que ça, mais c'est simplement là pour revenir simplement sur le fait que ces déterminants managériaux et organisationnels, eh bien, ils sont primordiaux dans cette qualité de vie au travail, parce que si on s'intéresse aux conséquences de l'altération de la qualité de vie au travail, notamment chez les soignants, eh bien, on voit que ces répercussions, ils vont atteindre 3 domaines. Premièrement, le soignant lui-même, on parle de qualité de vie au travail, le principal concerné, c'est le soignant, avec une satisfaction, un engagement au travail qui vont être altérés. On va avoir des troubles psychosomatiques. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une recrudescence des troubles musculo-squelettiques, des douleurs de dos, des somatisations qui sont liées à l'état psychique du soignant, et puis également des troubles comportementaux. Et parmi les troubles comportementaux, on peut notamment signaler par exemple tout ce qui est dépression, agressivité et burn-out. Donc ça, c'est la première dimension d'altération de la qualité de vie au travail. Le deuxième, je vais prendre ensuite les organisations, parce que dans une organisation, lorsqu'on a une altération de la qualité de vie au travail, eh bien, finalement, ça va aboutir à du turnover, de l'absentéisme. Et ça, c'est pas bon pour l'organisation, parce que eh bien, cet absentéisme, ce turnover, ça fragilise les équipes. Financièrement, c'est compliqué à gérer. Et donc, ça fragilise vraiment cette organisation. Troisième chose, et c'est pour moi la plus importante, c'est que cette qualité de vie au travail, elle va interagir directement avec le patient, notamment avec la qualité de sa prise en charge, et notamment avec la morbimortalité. Vous allez voir, je vais vous présenter une étude, mais il en existe des centaines dans la littérature qui font le lien entre qualité de vie au travail des soignants et morbimortalité. Des fois, il y a des papiers, c'est même assez difficile à croire les résultats qui sont mis en évidence. Bien évidemment, avec la satisfaction du patient sur la qualité de sa prise en charge, et puis également sur la durée de l'hospitalisation. Alors ça intéresse bien évidemment le patient, parce que si la qualité de vie au travail des soignants est médiocre, eh bien on va forcément allonger la durée de l'hospitalisation, et ça a des répercussions également sur les organisations, en allongeant, vous savez bien, la fameuse durée médiane de séjour. Alors finalement, comment on améliore cette qualité de vie au travail? Alors, j'ai pas de réponse magique, simplement des pistes de réflexion à vous apporter. Mais vous allez voir, je pense, c'est des pistes qui sont très intéressantes et sur lesquelles il faut s'attarder quelques minutes. Première piste d'amélioration de la qualité de vie au travail, on va traverser l'océan Atlantique, on va aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les hôpitaux magnétiques. Alors, vous voyez, il y a le petit label, la Magnet Recognized. Donc certains hôpitaux aux États-Unis, environ 20 à 25% des hôpitaux aux États-Unis qui sont des hôpitaux magnétiques. Et ces hôpitaux ont été créés après le constat qu'il existait un énorme turnover, un absentéisme et une altération de la qualité de prise en charge des patients. Et que clairement, on va dire les choses comme elles étaient, ça coûtait des sous.
Et donc, aux États-Unis, ils se sont dit, il faut faire quelque chose pour limiter ces pertes financières. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle ces hôpitaux magnétiques qui s'articulent sur 8 dimensions essentielles. Une culture du soin qui est centrée sur le patient, une expertise des soignants, un soutien à la formation, un leadership qu'on appelle transformationnel. Ça, si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure de ce fameux leadership transformationnel. En termes de management, le recours à un management participatif, un climat collégial entre médecins et soignants, une certaine autonomie et puis une gestion adéquate des effectifs. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est oui, sur le papier, c'est sympa, mais est-ce que ça marche? Eh bien oui, ça marche, parce que le premier exemple que ça marche, c'est comme je vous disais, 25% des hôpitaux aux États-Unis sont des hôpitaux magnétiques. Et à l'heure actuelle, dans les procédures de recrutement des infirmières aux États-Unis, il y a des études qui sont sorties et qui montrent que les infirmières, à la sortie de l'école, leur première envie, c'est de travailler justement dans un hôpital magnétique. Comme exemple, alors c'est des travaux qui ont été publiés par une chercheuse américaine qui s'appelle Aiken. Vous tapez son nom sur Google avec qualité de vie au travail, vous allez voir, il y a des centaines d'articles qui sortent. Donc vous voyez ici, vous avez des hôpitaux magnétiques, des hôpitaux non magnétiques, et puis on a regardé, alors c'est dans un service très particulier, on a regardé dans des services de chirurgie, et notamment des services de chirurgie vasculaire. La ligne qu'il faut regarder, c'est la mort suivant les 30 jours d'admission. On voit qu'on a une différence significative avec, de façon significative, une proportion plus importante de morts dans les hôpitaux qui ne sont non magnétiques par rapport aux hôpitaux magnétiques. On voit également que le pourcentage de complications chez ces patients est plus important dans les hôpitaux non magnétiques que dans les hôpitaux magnétiques. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres du bienfait des hôpitaux magnétiques sur la qualité de prise en charge des patients. Il y a certains papiers qui ont même montré que c'était associé à une diminution des erreurs d'administration des médicaments et surtout associé à une diminution de la mortalité, et ce, dans différents types de services et non pas simplement en chirurgie vasculaire. Donc ces hôpitaux magnétiques, ça marche plutôt bien aux États-Unis. La seule chose, c'est que c'est une politique d'établissement. C'est l'hôpital en lui-même qui décide de devenir un hôpital magnétique, qui met en place des mesures afin de devenir hôpital magnétique. Et en France, on n'a pas l'équivalent des hôpitaux magnétiques. En France, on a quelque chose qu'on peut mettre en place à l'échelle d'un service et qu'on appelle la démarche participative. Alors la démarche participative, c'est une dynamique individuelle et collective concernant les soignants qui vise à l'amélioration des soins par la prise en compte de la qualité de vie au travail. Si on résume, on améliore la qualité de vie au travail des soignants pour améliorer la qualité de prise en charge des soignants. Cette démarche participative, c'est un état d'esprit qui est partagé. Il y a notamment des valeurs communes qui sont également partagées. Il y a une ouverture qui est propre et qui favorise les échanges dans l'écoute et le respect mutuel. Vous allez voir tout à l'heure, en termes d'organisation, il y a des espaces qui sont dédiés à ça. Elle permet une adaptation au changement et un ajustement aux contraintes, et puis également une créativité et une meilleure gestion des conflits. Alors, cette démarche participative, pour faire de façon très synthétique, elle s'articule autour de 4 axes principaux. 1, le soutien aux soignants. 2, des espaces pluriprofessionnels de rencontre. 3, des formations internes. Et 4, une démarche projet. Il y a une cinquième dimension que je n'ai pas rajoutée et qu'on a rajoutée récemment dans les textes officiels sur la démarche participative, c'est ce qu'on appelle les rencontres de managers, qui sont des rencontres qu'on effectue une fois par mois avec l'ensemble des managers des services afin de discuter des problèmes organisationnels. Alors, les formations internes dans la démarche participative, l'objectif, c'est d'apporter des éléments de formation prenant en compte les difficultés de terrain et facilitant la pratique quotidienne. Ça peut permettre de partager un diagnostic, une démarche en se fondant sur des valeurs identifiées comme communes à l'équipe. Et puis ça optimise la reconnaissance mutuelle, l'acquisition d'un langage commun et un objectif global vers quoi il faut tendre. Pour vous donner un exemple, dans le service dans lequel je travaille, donc nous, historiquement, on a mis en place la démarche participative il y a environ 15 ans de ça, et on propose des formations internes de façon régulière à nos soignants. Les thématiques partent des demandes des soignants,
Et dernièrement, on a fait, par exemple, des formations sur la recherche médicale, parce qu'on a un service dans lequel on a beaucoup de protocoles de recherche. Donc, on a sensibilisé les soignants du service à la recherche médicale avec la terminologie, afin de donner un sens. Par exemple, lorsqu'on demande à une infirmière de faire un bilan protocolaire dans le cadre d'un protocole de recherche, qu'elle puisse comprendre et donner un sens à ce qu'elle fait dans cette recherche médicale. On fait également des cours théoriques. Par exemple, on traite des cancers comme les neuroblastomes. Il y a un mois et demi de ça, on a fait un cours un soir à l'ensemble du service sur les neuroblastomes. Voilà, c'est vraiment de répondre à une demande du terrain. Pardon. Donc, comme je vous disais, ça peut être des formations thématiques, la douleur, les dispositifs d'annonce, ça peut être des formations techniques, lorsqu'on a un nouveau protocole, qu'on a des avancées thérapeutiques, des nouveaux matériels, des techniques d'évaluation. Dernièrement, on a également fait une formation dans le service sur des lunettes de distraction. Alors, ce n'est pas de la réalité virtuelle, mais ça s'en rapproche. Un dispositif de distraction qu'on a acheté pour les enfants du service. Et donc, on a formé toutes nos équipes à l'utilisation de ces lunettes. Ces formations internes, elles doivent s'inscrire dans la durée parce que finalement, ça entretient un bénéfice, ça crée une dynamique d'apprentissage. Et la seule chose, il faut que ça soit adapté aux contraintes horaires des professionnels. Et donc, bien évidemment, ça nécessite une démultiplication de la formation en plusieurs groupes. Ça nous arrive de faire 3 cycles de formation, un pour l'équipe du matin, pour l'équipe de l'après-midi, un pour l'équipe de la nuit, parce que c'est important que cette formation elle soit délivrée à l'ensemble des soignants du service. Deuxième axe de la démarche participative, c'est le soutien aux équipes. Très important, c'est des espaces qui sont dédiés à la prévention de la souffrance au travail grâce à l'expression des ressentis des soignants. C'est un gain de temps objectivé par des dysfonctionnements qui sont moins nombreux, clairement, une anticipation, une résolution des problèmes. Les problèmes, ils surviennent très rapidement. Dès leur évocation, on met en place des pistes d'amélioration pour juguler un petit peu la problématique. On a des constructions de solutions qui sont collectives et puis surtout, ça valorise vraiment le travail d'équipe. Alors ça peut être ces soutiens aux équipes des espaces de parole institutionnalisés, par exemple des groupes de débriefing, des espaces de parole animés par un psychologue extérieur au service. Alors ça, en pratique, le psychologue extérieur au service, c'est en pratique difficile à mettre en place. Nous, dans le service, on a notre propre psychologue qui anime tous les 2 mois un groupe de parole avec l'ensemble des soignants du service. Ceux qui veulent, ils viennent. Tout ce qui se dit à l'intérieur reste à l'intérieur et ça permet des échanges constructifs avec quelque chose de suivi. Ces espaces de parole, ça peut également prendre la forme de réunions de morbimortalité, où on va revenir avec un œil médical et paramédical sur, par exemple, un décès qui est survenu. De revoir les conditions du décès, de voir que tout a été fait dans les règles concernant ce décès. Et puis, il y a des espaces de parole qui sont clairement informels, mais qui sont aussi importants. Le soutien de couloir, le soutien de ses pairs, ça passe par des moments quotidiens d'échanges entre les soignants. Et puis, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais ça passe aussi par des moments de convivialité en dehors du service. Troisième dimension de la démarche participative, c'est ce qu'on appelle les staffs cliniques pluriprofessionnels. Alors ça, en règle générale, c'est quelque chose qui a lieu 1 fois par semaine. On se réunit et on discute autour du cas des patients, avec les différents intervenants de l'unité. On a une approche qui est spécifique de chaque profession. On échange sur l'évolution médicale, psychosociale des patients, les problématiques rencontrées, les interventions nécessaires pour y répondre, le projet de soins, le projet de vie. Ce n'est pas une visite médicale, ça c'est une certitude. Et clairement, ça permet une meilleure décision, une reconnaissance de chaque profession soignante. Parce que dans son organisation, alors ça c'est aussi quelque chose qui publie, tout ce que je vous dis sur la démarche participative, c'est des choses, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est des choses qui sont inscrites maintenant dans les certifications HAS. Tous les services de soins qui comprennent des soins palliatifs doivent mettre en place de la démarche participative. Je vous renvoie également à la circulaire Clarisse qui est sortie il y a quelques mois et qui met en avant la démarche participative comme obligatoire dans quasiment tous les services hospitaliers. Ce staff clinique pluriprofessionnel, il est atypique dans le sens où lorsque l'on se réunit, alors je vais vous dire comment ça se passe chez moi, mais ça se passe pareil dans les autres centres qui font de la démarche participative. À Tours, on se réunit le vendredi à 14h30 après les transmissions. C'est un temps qui fait partie du temps de travail des infirmières.
La première personne qui prend la parole, c'est l'auxiliaire de puéricultrice ou l'aide-soignante qui prend en charge le patient. Elle nous dit comment va le patient. On parle très peu du médical. Elle nous dit par exemple, elle nous cite le prénom de l'enfant hospitalisé pour sa 3e cure de chimiothérapie. Et ensuite, elle aborde avec nous tous les problèmes liés aux soins, à la prise en charge globale. Les deuxièmes personnes à échanger, enfin à parler vont être les infirmières, puis les acteurs des soins de support, les psychologues, la diététicienne. L'ensemble des acteurs des soins de support va prendre la parole et dans ces staffs pluriprofessionnels, il est demandé aux médecins de ne prendre la parole qu'à la fin. Donc ce n'est pas un staff animé par un médecin, c'est un staff qui est animé par quelqu'un qui est formé à l'animation de ces staffs pluriprofessionnels. Dans mon service, on est 2, il y a moi et la cadre, et donc le staff est animé par la cadre et moi, et donc on répartit la parole équitablement, et donc on discute, je ne sais pas, comme exemple le plus récent, on a eu le cas récemment d'une jeune fille de 13 ans, rechute d'une leucémie de haut risque, qui ne voulait plus de traitement. Voilà, et qui était opposante dans les soins avec une violence verbale et physique. Et donc ça permet eh bien, aux soignants de parler de leur vécu sur la prise en charge auprès de cet enfant. Ça valorise parce que finalement, leur parole, elle compte. Et ça, c'est le plus important. Et puis finalement, eh bien, de façon consensuelle, eh bien, on se dit, ben voilà, pour bien prendre en charge ce patient, quelles sont les solutions que l'on va déployer au quotidien. Et chose très importante, on fait un retour de cette solution qui a été trouvée la semaine d'après au staff suivant. Dernière dimension de la démarche participative, c'est ce qu'on appelle la démarche projet. Ça, c'est à partir d'un dysfonctionnement ou d'un besoin. On met en place un groupe de travail incluant toutes les catégories socio-professionnelles. Par exemple, nous, on a eu une recrudescence d'infections sur les voies veineuses centrales. Et donc, on a mis en place un groupe de travail avec un docteur, une infirmière, une auxiliaire de puère, avec les personnes qui sont chargées de l'entretien, du ménage dans les champs. Et puis, on a essayé de réfléchir à nos pratiques, voir comment on pouvait améliorer tout ça. Cette démarche projet, elle permet des propositions d'amélioration de manière consensuelle. Ça permet une reconnaissance, une valorisation, une responsabilisation, parce que les soignants, ils sont acteurs de ce qui se passe dans le service. Alors maintenant, cette démarche participative, est-ce que vraiment elle est efficace? Alors là, je suis désolé, les tableaux sont un peu compliqués, mais on va s'y attarder quelques minutes. Donc ça, c'est 2 articles qu'on a publiés en 2020 et 2021. Donc, vous voyez, vous avez le tableau du haut, vous avez la démarche participative. Le WL, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la qualité de vie au travail. Donc, vous avez overall qualité de vie au travail, qui est la qualité de vie au travail globale. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de vie au travail, lorsqu'on la mesure, on peut la décliner en 4 sous-dimensions, que sont les dimensions psychologiques, sociales, culturelles et physiques. Dans cette étude, donc c'est toujours l'étude en oncologie pédiatrique, on a montré que la démarche participative, vous voyez, elle est associée de façon significative à la qualité de vie globale, mais également de façon très significative aux 4 sous-dimensions de cette qualité de vie au travail. Donc ça, c'est la partie supérieure du tableau. La partie inférieure du tableau du haut, on voit effectivement que la démarche participative, elle est également associée à l'engagement au travail et à la satisfaction au travail. Et chose plus importante, c'est le tableau du bas maintenant. On a mesuré la qualité de la prise en charge. Et on s'aperçoit que la qualité de la prise en charge, elle est fortement associée dans cette étude en oncologie pédiatrique eh bien, à la qualité de vie au travail et à la satisfaction au travail. Et donc le message qu'on a fait passer dans ces 2 articles, c'est que via la démarche participative, on est capable d'améliorer la qualité de vie au travail, la satisfaction au travail de nos soignants et in fine, d'améliorer la qualité de prise en charge des enfants et de leurs parents. Donc en conclusion, comme vous avez pu le voir, effectivement, il y a des rôles déterminants et facilitateurs des managers pour préserver et développer la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs. Il y a une importance des facteurs managériaux organisationnels dans la qualité de vie au travail. Et puis, pour améliorer cette qualité de vie au travail, je vous ai longuement parlé de démarche participative. Donc, c'est un modèle organisationnel qui peut être se mettre en place à l'échelle d'un service. Ça permet d'améliorer la qualité de vie au travail. Alors, il faut savoir qu'il est mis en place, ce modèle organisationnel, dans beaucoup de services hospitaliers en France. Il est en train de se développer, je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle sont concernés, mais il est en train de se développer dans les EHPAD. On a
Je fais partie d'une association qui s'appelle Acavi. Et Acavi, l'objectif, eh bien, c'est de promouvoir la démarche participative. Et actuellement, on travaille en collaboration avec un certain nombre d'EHPAD pour mettre en place cette démarche participative dans les EHPAD, avec bien évidemment des adaptations qui sont liées aux établissements dans lesquels elle est mise en place. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, docteur Julien Lejeune. Je vais laisser la parole aux personnes dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, moi, je vais me lancer. J'aurais une question. Je voudrais revenir sur la genèse qui a fait que vous êtes intéressé à ces sujets. Parce que vous nous l'avez dit, vous êtes oncopédiatre. C'est votre métier d'origine, hein, c'est ça, enfin, de votre cœur de métier. Et là, on voit bien que vous êtes passionné par ces sujets et que vous devez y investir beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce qui vous a amené à justement vous y intéresser ? Eh bien, c'est une rencontre avec un monsieur qui s'appelle le professeur Philippe Colomba, qui est l'ancien président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail, qui a été chef de service en oncohématologie à Tours et que j'ai rencontré lors de mes études de médecine. On avait beaucoup discuté autour de la qualité de vie au sens global du terme. Et à l'époque, j'étais étudiant, j'étais externe en médecine et il m'avait dit... toi, le jour où tu seras interne, si vraiment tu es oncologue pédiatre, si tu veux faire en oncologie pédiatrique, tu viendras me revoir quand tu seras un peu plus grand et on discutera. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et finalement, je suis retourné le voir. On a rediscuté sur la qualité de vie. Et c'est comme ça, du coup, que voilà, je me suis mis à travailler sur la qualité de vie au travail, notamment sur le projet en oncologie pédiatrique pour lequel je vous ai présenté les résultats. Très bien, merci beaucoup. Oui, il y a une question là à gauche. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. J'ai une question autour de la justice organisationnelle. Vous en avez loué l'importance. De manière plus concrète, comment ça se passe ? Parce que c'est des sujets qu'on se pose aussi et ça m'intéresserait qu'on approfondisse un peu cette question. Alors, je vais vous répondre de façon sur deux parties. Clairement, la justice distributive, c'est compliqué. Hein. L'accès au salaire, à la promotion, c'est difficile. Alors moi, à mon niveau, hein, de défendre la justice entre les soignants, sauf exemple en date d'il y a quelques mois, avec la crise du Covid, vous savez, nos soignants ont eu des primes, notamment pour les soignants en unité de soins critiques. Il s'avère qu'il y avait un certain nombre de soignants en service qui n'étaient pas concernés par cette prime alors qu'ils travaillaient auprès des enfants en soins critiques, et notamment notre éducatrice de jeunes enfants. Donc je suis un peu monté au créneau et ça a marché, elle a eu sa prime. Après, pour les autres dimensions, que sont la justice procédurale ou la justice interactionnelle, eh bien ça, c'est vraiment du rôle du manager. C'est du rôle du manager, premièrement, de sonder ses équipes. Nous, c'est des choses avec lesquelles on échange beaucoup avec les soignants du service, sur la perception, dont la façon dont ils sont, je ne vais pas dire traités, mais considérés dans le service. Est-ce qu'ils ont l'impression que dans le travail, il y a des inégalités à la fois dans la répartition du travail, dans la façon dont ils le font. Et puis après, j'ai envie de vous dire que c'est souvent la personne clé, c'est le manager, parce que c'est le manager qui a les leviers pour améliorer cette justice. Merci. Eh bien, merci beaucoup, docteur Julien Lejeune. C'était, pour clôturer cette journée, un très bel exemple de ce qu'on a évoqué en tout début de journée ce matin, de la symétrie des attentions. Vous avez vraisemblablement réussi à mettre en place dans votre service
le soin que vous apportez aux soignants, à vos équipes, eh bien, se répercute sur la qualité des soins aux patients. Merci beaucoup, docteur Lejeune. Merci à vous, bonne fin de journée à vous, au revoir.